La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Votre TVR BPGO Business Club, où l'économie décryptée par ceux qui la font. Et nous sommes très heureux avec les trois chroniqueurs du jour d'envisager vraiment une thématique importante avec notre invité. Vous le savez, Paris 2024 se rapproche et nous allons vous livrer une véritable expertise sur l'économie du sport dans un instant avec notre grand témoin. Avant cela, permettez-moi de vous présenter nos trois intervenants et chroniqueurs. Merci à vous, Benoît Cattel. Vous êtes le directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Merci également à Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto, d'être avec nous. Et grand merci également à vous, Xavier Migeot. Vous êtes le délégué général du MEDEF 35. Alors, je vous disais, dans le cadre du partenariat premium du groupe BPCE avec les JO Paris 2024, eh bien, BPCE, l'Observatoire, a dressé un état des lieux des entreprises, mais également des associations de la filière du sport en France. Nous allons parler beaucoup de sport au niveau national, mais également une enquête très intéressante au niveau régional en Bretagne. Je vous demande d'accueillir le directeur des études économiques et de la prospective du groupe BPCE, Alain Tourgeman. Merci beaucoup Alain Tourgeman d'être avec nous, parce que c'est vrai que ces JO approchent à grands pas et vous allez vraiment nous éclairer de cet impact si important du sport. Si je vous dis que le sport, c'est avant tout une dynamique économique et sociétale, c'est important, et si on n'a pas ça, on a tout faux ? Oui, absolument. Le sport, c'est une place dans l'économie qui est importante, mais c'est aussi beaucoup de ce que l'économiste appelle des externalités positives, c'est-à-dire un impact sur la santé, sur l'économie du territoire, sur l'inclusion sociale. Et les deux vont ensemble, et si on prend le sport seulement d'un côté ou seulement de l'autre, on rate une dimension fondamentale de cette économie du sport. J'ai vraiment été marqué, car lorsque nous avons préparé en amont cet entretien, vous m'avez dit, oui, les JO, ça coûte énormément d'argent. En revanche, ce que l'on sait moins, c'est que partout dans l'Hexagone, ce que mettent les collectivités, et bien souvent c'est toujours dans les trois des grandes priorités dans un budget ou dans une gouvernance municipale, départementale, régionale, eh bien chaque année, on organise en France 2 Jeux olympiques en matière de finances. Oui, effectivement, il y a une dimension qui est mal connue du sport, c'est que derrière les aspects emblématiques comme les Jeux olympiques, disons que le budget global autour de 7 milliards d'euros, il y a une sorte de réalité économique du sport de proximité qui, simplement dans la dimension de la dépense publique, pour les seules collectivités locales, essentiellement les communes et les établissements publics intercommunaux, donc le bloc communal, représente 2 fois chaque année cette dépense qu'on a eue spécifiquement pour les Jeux olympiques, donc à peu près 12 milliards et demi chaque année de la part des seules collectivités locales. Et donc on a tendance à sous-estimer l'ampleur de cet effort public, mais aussi la place que ça prend, puisque pour les communes, par exemple, c'est le 2e poste de dépense juste après l'éducation. Donc c'est une ambition particulièrement décisive pour les politiques locaux. Benoît Cattel, directeur général de la BPGO. Bonjour à toutes et à tous. Je trouve formidable d'avoir accolé le mot économie et le mot sport, parce qu'on se dit toujours mais non, mais en fait le sport c'est en dehors de ces sujets.
Et en fait, la réalité, et tu as commencé à donner quelques chiffres, c'est que c'est vraiment accolé. Et que pour faire bien du sport, il faut des infrastructures, il faut des aides matérielles, il faut des champions. On voit une sorte d'architecture se dessiner. En termes de poids économique, dans notre PIB, comme on dit, dans l'ensemble de la richesse créée sur une année, que représente le sport? Quel autre secteur on pourrait mettre en regard pour essayer de mieux mesurer ce poids? Alors ça donne une bonne idée, effectivement. On a fait un travail de mesure de ce que représente l'économie du sport dans le total de la contribution au PIB. Et c'est vrai qu'à travers la dimension d'investissement, mais surtout la dimension de consommation, on a une contribution qui est de l'ordre de 2,6% du PIB. Donc, comme, disons, secteur qui aurait un poids équivalent, prenons l'hôtellerie-restauration. Donc, le sport a une place, a une portée économique tout à fait décisive. Ce n'est pas du tout négligeable. Il y a tout de même une spécificité, c'est que dans le sport, dans ces 2,6% du PIB, il y a une partie qui est non marchande, au sens de contribution des associations et des collectivités locales, qui est significative, qui est de l'ordre de 37%, contre plutôt 23 ou 29% pour le PIB global, suivant la façon dont on compte. Valérie Cotreau, PDG d'Artefacto. Bonsoir. Quelle est la tendance en fait aujourd'hui? Parce que je crois que vous avez démarré votre étude en 2020. Oui. On a pris la crise Covid sur le nez. Il y a eu des coups de frein. On l'a vu dans le monde associatif. En fait, tout s'est arrêté, notamment pour une partie du sport qui concernait les sports de contact. Est-ce que tout a repris comme avant? Est-ce qu'on est plutôt sur une tendance de croissance aujourd'hui? Comment ça s'est comporté en fait depuis 2020? Alors, il y a vraiment deux dimensions qu'on peut regarder. La dimension de la pratique sportive, où finalement, entre 2019 et 2022, il y a eu plutôt une légère augmentation de la pratique sportive, mais cette vision globale, en fait, est très restrictive, c'est-à-dire qu'elle nous empêche de voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Il y a eu une déformation, une transformation de cette pratique sportive. Le sport dit autonome, qui comprend le sport à la maison, a continué à se développer, comme ces dernières années. Et en revanche, on a eu une sorte d'arbitrage qui s'est fait entre, d'une part, le sport marchand, qui a continué à progresser à travers des structures privées, et un sport associatif qui, lui, au contraire, s'est plutôt contracté. Alors, il a significativement baissé en 2020 et 2021, moins 20% quand même d'adhérents, c'est tout à fait considérable. Il s'est un peu redressé en 2022, mais c'est vraiment là que se situe la baisse de la pratique sportive, ce qui n'est pas sans conséquence parce que les associations, on ne peut pas complètement les remplacer par le sport autonome ou par le sport privé. Elles jouent un rôle dans l'initiation des jeunes, dans la formation des athlètes de haut niveau, dans la socialisation et la relation du sport à une collectivité qu'aucun autre acteur peut jouer. Mais néanmoins, c'est un peu le maillon faible aujourd'hui en matière de pratique sportive. Et puis il y a l'autre dimension qui est la dimension économique, où là, effectivement, le sport a connu un impact très fort, effectivement, et notamment dans l'économie privée, mais il a été relativement bien soutenu. Et aujourd'hui, on continue à avoir 10 à 15 000 créations d'entreprises par an dans le domaine du sport. Donc, c'est un secteur qui continue plutôt à bien se porter. Xavier Migeot, délégué général du MEDEF 35. Concernant justement les Jeux Olympiques, régulièrement on entend tel Jeux Olympiques a été déficitaire économiquement. En même temps, vous nous parlez de ces externalités positives. Comment arrivez-vous justement à les intégrer dans l'analyse en fait d'un bilan économique de Jeux Olympiques ou de grandes manifestations sportives? Alors effectivement, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse à votre question. C'est difficile à intégrer. En revanche, on peut assez clairement les identifier. Quand on interroge des élus locaux sur la façon dont ils organisent leur politique en matière de sport, on sent bien que pour eux, la façon dont ils voient leur métier, c'est pas d'apporter des services de sport, c'est d'apporter finalement un ensemble d'apporter finalement un bien-être politique général. Ça va être de l'inclusion sociale, ça va être de la santé, ça va être de l'efficacité économique, de l'attractivité du territoire, de l'animation du territoire. Et finalement, dans la politique locale, on voit extrêmement bien toutes ces externalités positives qui apparaissent.
Après, c'est vrai que vous avez des instituts qui font des études très pointues sur la différence d'arrêt de travail entre ceux qui ont une activité sportive, ceux qui n'en ont pas, et on voit des différences très significatives, donc on peut mesurer des impacts. Mais je crois qu'au-delà de cette mesure, il faut comprendre l'impact positif global que ça peut avoir, y compris pour une entreprise dans sa gestion RH et dans le fait d'aller chercher des talents qui ont un sens de l'effort, une volonté de réussir, une compréhension de ce qu'est le collectif, et donc qui sont finalement prêts à apporter finalement une sorte d'élan en plus que leur simple travail à une entreprise. Alain Turgeman, j'aimerais que l'on rentre un peu dans cette économie du sport en région Bretagne. On dit souvent qu'à la montagne, on possède un véritable or blanc. Or, cette Bretagne est la région vraiment maritime la plus importante d'Europe, et on n'arrive pas à parler d'or bleu. Il y a beaucoup de chemin encore à faire pour développer économiquement cette activité de la mer et de la maritimité. Alors, c'est le sentiment que j'ai. Alors, il faut toutefois noter, par exemple, l'importance de tout ce qui est les sports nautiques en Bretagne, qui représentent au moins 10% de cette filière dans l'ensemble de la France. Donc, c'est un poids qui est important, avec beaucoup d'emplois et un chiffre d'affaires qu'on évalue à 650 millions d'euros sur la seule région de Bretagne pour juste les sports nautiques. Donc, c'est sensible. Néanmoins, on a le sentiment, en observant un peu ce qui se passe dans les départements alpins, que la façon dont les départements alpins ont exploité cet or blanc pourrait donner des idées pour aller plus loin dans la valorisation de cet or bleu aujourd'hui, et notamment des sports nautiques et d'un tourisme nautique en région bretonne. Bien sûr, je ne veux pas donner des leçons de Paris sur un sujet que je ne connais pas bien, mais économiquement, on a le sentiment que c'est un domaine qui pourrait être davantage valorisé qu'il ne l'est aujourd'hui, parce que les marges de manœuvre, la qualité des paysages, la qualité du domaine maritime, la capacité d'accueil aujourd'hui, tout ça crée un environnement qui me semble pouvoir être encore davantage valorisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et globalement, on a les équipements qu'il faut en région Bretagne? Alors, il y a beaucoup d'équipements. Quand on observe les équipements sportifs en Bretagne, on a 18 000 équipements sportifs sur 318 000 en France. C'est une part très significative. C'est l'une des régions où il y a la plus forte densité d'équipements sportifs. On a par ailleurs, je parlais tout à l'heure des licenciés dans le monde du sport associatif. Il y a à peu près un quart des Bretons qui ont une licence dans une association. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Donc il y a une animation de ce sport associatif qui est extrêmement solide. Il y a une intensité de la pratique sportive. Donc je pense que la base est là, et elle est de très bonne qualité, aussi bien en termes d'équipement qu'en termes de pratique sportive. Benoît Cattel. Justement, sur la comparaison entre la France et la Bretagne, en matière d'investissement et j'allais dire de rapport de ces investissements, d'implication des collectivités, est-ce qu'il y a des choses qui sont marquantes ou des choses qui sont à noter plus spécifiquement en Bretagne? C'est ma première question. Et la deuxième, dans le prolongement, c'est si on essayait de se dire, bon, on va développer le sport, ça veut dire quoi en termes économiques? Alors, sur le sujet des équipements, on a vraiment le sentiment qu'on a eu en Bretagne une politique d'investissement dans les équipements sportifs qui a été particulièrement vive jusqu'au milieu des années 90 et au tout début des années 2000 au mieux. Et c'est ce qui a permis d'avoir en Bretagne une densité d'équipements sportifs, mais non seulement une densité, mais également une variété d'équipements sportifs, ce qui est beaucoup moins fréquent, qui se situe à un très bon niveau par rapport à la moyenne française et nettement au-dessus de la moyenne.
En revanche, il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser, et notamment un taux de rénovation qui est très en dessous de la moyenne, enfin en dessous de la moyenne, que ensuite, à partir du début des années 2000 et probablement jusqu'aux dernières années, on a eu plutôt moins d'investissements, peut-être parce que l'essentiel avait déjà été fait, et qu'il y a une forme de retard qui est pris aujourd'hui, notamment sur la rénovation des équipements sportifs. Équipements sportifs sont détenus à plus de 80% par les collectivités territoriales. Et donc là, il y a un premier enjeu d'investissement qui est lié à la politique des collectivités locales. Et quand on observe là de plus près, depuis 2 ou 3 ans, dans le budget du sport, la part de l'investissement et la part de la dépense courante, on a en Bretagne une part de l'investissement qui est plutôt plus forte que dans la moyenne française. Donc on a l'impression qu'on va un peu se lancer dans un rattrapage. Ça, c'est une première partie du sujet. Une autre partie du sujet, c'est que aujourd'hui, une partie de l'investissement est faite par des entreprises privées, puisque à peu près sur les investissements qui sont mis en service depuis 2005, il y a à peu près 20% des équipements qui sont mis en service par des entreprises privées. Et il faut aussi tenir compte de cette dimension-là qui vient modifier la structure des équipements. Ensuite, pardon. Non, allez-y. Ensuite, comment est-ce qu'on peut dynamiser cette économie du sport? Je pense qu'il faut partir des atouts dont dispose un territoire, mais en particulier, d'un côté les atouts physiques, de l'autre côté les atouts humains. Et on voit bien que dans un territoire comme la Bretagne, où les sports nautiques, la voile est la troisième fédération unisport de pratiques sportives en Bretagne. Au niveau national, c'est la 10e. Le canoë-kayak, c'est la 7e. Au niveau national, c'est le 11e. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'atouts qui pourraient être valorisés autour de ça pour créer un écosystème qui irait encore plus loin que ce qui est fait aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de choses faites, mais il me semble qu'on pourrait davantage tirer l'économie de la Bretagne par l'économie du sport et en particulier le tourisme sportif. Valérie. Est-ce que le sport en entreprise est une tendance lourde? Depuis une dizaine d'années, finalement, dans nos entreprises, on a tendance à intégrer des pratiques sportives entre midi et 2. Et est-ce que ça ne vient pas finalement vampiriser le tissu associatif? Parce que les salariés vont faire du sport en entreprise entre midi et 2, ne vont pas forcément y aller le soir, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, des principes, des vases communicants en fait, entre ces deux mondes? Alors c'est vrai que c'est une tendance qui se développe et l'entreprise commence à bien comprendre ce que peut apporter le sport. Et en même temps, on voit bien que les frontières de plus en plus ténues entre la sphère privée et la sphère professionnelle pour les salariés eux-mêmes fait qu'ils essayent de tirer parti de toutes les opportunités que présente l'entreprise. Et si elle peut proposer effectivement un épanouissement également sportif, pourquoi pas. Donc ça, de toute façon, ça s'impose. Et donc la question est plutôt de savoir, à mon avis, comment les associations peuvent s'approprier cette nouvelle donne du sport en entreprise, mais encore plus du sport autonome et du sport en environnement privé. Et là, on voit bien qu'il y a une sorte de défi qui est lancé aux associations sur vraiment 3 sujets. Il y a le premier sujet, c'est que le sport, les aspirations ont changé. On veut du bien-être, de la santé, du loisir, du contact avec la nature, et plus nécessairement de la compétition ou de l'excellence, ce vers quoi tendent beaucoup d'associations sportives. Deuxième dimension, on aspire à de la flexibilité, on aspire à de la personnalisation dans la pratique sportive. Et là aussi, l'association a un peu de mal à avoir un projet qui est très adapté à la personne. C'est plutôt une logique qui est collective. Et puis, on a un dernier point, c'est que l'association, souvent, elle a un panel de sports qui est proposé, qui correspond à des sports qui sont souvent assez traditionnels. Et il y a aujourd'hui une demande de diversification, d'ouverture, qui ne correspond pas nécessairement à la façon dont les associations sportives se positionnent vis-à-vis des nouveaux sports. Et souvent, les nouveaux sports sont pris en charge par la sphère privée. Donc il y a effectivement aujourd'hui pour les associations un défi multiforme qui est posé pour se reconnecter à la demande, en même temps que
continuer à faire valoir ce qu'elle apporte spécifiquement au sport, la dimension de socialisation, la dimension d'ouverture aux collectivités locales, la dimension d'initiation des jeunes, etc. Et effectivement, pour moi, l'un des défis aujourd'hui dans le sport, c'est précisément cette adaptation du monde associatif à une pratique sportive qui a très considérablement évolué. Xavier. Concernant les conséquences du changement climatique, on l'imagine bien sur l'or blanc qui font sérieusement. Dans des régions comme les nôtres ou comme la nôtre, est-ce que vous arrivez à identifier les conséquences économiques en fait sur le sport ? Alors, pour être honnête, pas spécifiquement dans la région Bretagne, mais on voit bien un certain nombre d'impacts aujourd'hui sur l'économie du sport. Le premier, le plus clair, concerne les équipements sportifs. On a des équipements sportifs qui... alors là, je vais m'intéresser seulement aux équipements on va qualifier d'indoor, donc ils sont chauffés. Et quand on regarde le mix énergétique de ces équipements sportifs, on se rend compte qu'il est très largement dominé par finalement les énergies fossiles, très très largement. Ensuite, il y a l'électricité et il y a une part en fait très très limitée qui concerne des énergies alternatives. Quand on va plus loin et qu'on se dit, finalement, c'est peut-être le cas de la moyenne des équipements, mais peut-être les équipements les plus récents montreraient qu'il y a une évolution. Ce n'est pas la réalité sur les équipements construits depuis 2005 ou même sur les équipements qui sont qualifiés de HQE, haute qualité environnementale. La part des énergies fossiles est encore très importante, voire majoritaire. Et là, pour le coup, en Bretagne, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en Bretagne, on avait... en moyenne, et donc sur les vieux équipements, on avait un mix énergétique qui était un peu plus favorable. En revanche, sur les nouveaux équipements, la moyenne française a rattrapé la Bretagne et les efforts qui étaient faits ont été dépassés par les efforts de la moyenne des autres régions. Et donc au final, là, il y a un enjeu d'adaptation des équipements à la transition énergétique qui est absolument majeur. Ensuite, dans d'autres domaines, chaque secteur de l'économie du sport se pose la question. Par exemple, les grands du sport-spectacle dans les grandes salles, notamment privées, s'interrogent beaucoup sur leur bilan carbone et essayent de se positionner à des endroits qui vont faciliter l'arrivée avec des transports en commun, qui vont limiter leur bilan carbone. On a vraiment une prise en compte de cette dimension-là qui est de plus en plus importante, avec une autre dimension, c'est que le sport peut être aussi un moyen de se reconnecter avec la nature et de se reconnecter avec l'extérieur, d'avoir des sports qui seraient des sports plus économes en consommation et d'énergie et d'articles de sport, et donc qui transformerait un peu notre relation peut-être avec la nature. Il y a d'autres sports qui nous reconnectent avec les animaux. Je pense à l'équitation, qui est quand même l'un des 5 premiers sports en France. Et donc il y a aussi des moyens à travers le sport finalement de répondre à cette dimension environnementale. Maintenant, on part de très loin. Notamment sur les équipements, il reste beaucoup à faire. Il y a un quart des équipements, et en particulier en Bretagne, qui ont été construits avant 1985 et qui n'ont pas été du tout rénovés. Il nous reste 2 minutes, Alain Turgeman. J'avais 2 questions très rapides à vous poser. On a bien compris que l'économie du sport, c'est aussi un vecteur d'aménagement du territoire. La Bretagne est forte de ces 2 métropoles, Brest et Rennes, des grandes villes dans tous les départements, et un réseau de villes moyennes. C'est une force aussi pour porter le sport dans notre région ? Oui, c'est une force. C'est aussi une force pour organiser un réseau d'économie du sport qui, en Bretagne, est quand même très, très construit autour de TPE et donc pour lesquels il pourrait y avoir une croissance d'aller vers des PME. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les TPE sont beaucoup concurrencées par le modèle de la micro-entreprise qui a ses vertus, mais qui a aussi ses défauts. Et donc, une croissance en taille permettrait d'une certaine façon de trouver des économies d'échelle qui mettraient un peu à l'abri ces TPE de cette concurrence de micro-entreprises. Et en conclusion, est-ce que l'on peut dire que l'image du sport peut-être aujourd'hui date un peu ? Il faut la rajeunir, lui faire un bond en avant ?
Oui, je crois que d'abord le sport est très méconnu, sa contribution à l'économie, elle est très très sous-estimée et qu'il y a vraiment un travail à faire pour mieux comprendre ce qu'il représente. Pour moi, il est très représentatif que ce soit la deuxième préoccupation des collectivités territoriales. Et si on regarde ce qui se passe sur le registre de l'État central, on est tellement loin. Donc peut-être que le sport, c'est aussi un moyen de se reconnecter à l'une des premières aspirations de la population finalement. Alain Turgeman, on était très heureux de vous accueillir, directeur des études économiques et de la prospective du groupe BPCE. On peut vraiment vous applaudir pour vous remercier pour ces propos très riches, très profonds sur cette pratique de l'économie du sport. Merci à Benoît Cattel, Valérie Cotreau et Xavier Migeot. On aura l'occasion de vous parler à l'occasion de la prochaine émission d'un des fleurons aussi culturels, national, international et bien sûr si fier de l'avoir en région. Il s'agit du Festival des Vieilles Charrues. Jérôme Tréorel, son responsable, sera dans ce fauteuil le mois prochain. Merci à toutes et à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #La réussite est en vous.